Bonjour à tous. Bonjour, on va démarrer. Merci d'être là. Bénédicte va vous expliquer comment on peut poser des questions et les inscrire sur le site. Oui, sur le petit onglet à droite de votre écran, vous avez une petite image question. Vous pouvez taper votre question, l'envoyer en privé ou l'envoyer à tous et on essaiera d'y répondre pendant la conférence ou sinon on y répondra par mail plus tard demain dans la journée. Voilà. D'accord. Donc, on attend une minute encore avant de démarrer parce que je vois que le nombre de connexions n'arrête pas d'augmenter. Euh, En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On ne vit pas une période facile. Je sais que c'est compliqué dans vos entreprises, je sais que c'est compliqué pour votre personnel, mais et que c'est compliqué pour suivre l'actualité parce que ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire pratiquement tous les jours, on a une nouveauté à annoncer aux pharmaciens, sans parler de ce qui va arriver sur le social, puisque des ordonnances dans cette situation d'urgence vont certainement amener des dispositifs qui vont clarifier tout ce qui est social. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations, tout le monde est un petit peu dans le flou, à la fois les experts comptables et bien sûr nous, on a un petit peu de mal à vous donner des informations précises là-dessus, même s'il y a quelques avancées. On va, on va démarrer peut-être, Bénédicte, sur quoi? Sur les Sur les masques. masques, peut-être la distribution des masques. D'accord. Est-ce que vous Bon, pouvez rappeler en zone d'exposition à risque, vu qu'on est tous en zone d'exposition à risque maintenant? ça y est, ouais, on y est tous. Donc, sur d'abord sur la distribution. Bon, c'est bien que ça se passe pas bien, tout simplement parce que tout simplement il n'y a pas de masques, ou il y a très peu de masques, et que bien évidemment ces masques sont à la fois à la destination des hôpitaux, des EHPAD, de certains services, et puis de toute l'activité libérale. Bon, le choix qui avait été fait, c'est de passer par les pharmaciens. Je pense que ce choix est bon, même si ça nous donne du travail et même si on est obligé de gérer la pénurie en voilà, faisant des petits paquets de 18 pour les médecins, 9 pour les autres, etc. Mais bon, voilà, on fait le boulot parce qu'on contribue et on permet à des médecins généralistes, spécialistes, aux infirmiers de pouvoir faire le boulot dans des conditions de protection qui leur permettent de se protéger contre le Covid. Là, les informations que j'ai eues tout à l'heure, c'est que Géodis, apparemment, c'est fini et ça passera par les grossistes répartiteurs. Donc là, au moins, les choses sont claires. Et quand est-ce que l'on recevra ces masques? Aux dernières informations qui datent là aussi de moins d'une heure, les grossistes seraient approvisionnés mercredi et dans les pharmacies vers la fin de la semaine, jeudi et vendredi. Donc, c'est ce que vous pouvez dire aux professionnels de santé qui vous demandent de renouveler les masques aujourd'hui, c'est que vous les recevrez en fin de semaine. La quantité, certainement à peu près la même que ce que nous avons reçu, j'espère. Et j'espère qu'avec les grossistes répartiteurs, on n'aura pas des pharmaciens qui ne seront pas servis. On a fait une enquête, et je remercie tous les pharmaciens qui nous ont répondu. Hein, vous avez été plus de 2600 à nous répondre. 10% des pharmaciens n'ont pas reçu les quantités normales, parfois zéro, parfois 200, parfois 50, incompréhensible. Donc 10% de mauvaise distribution. Et pour les masques FFP2, seulement 50% des pharmaciens en ont reçu. La grosse majorité des pharmaciens, pour les masques chirurgicaux, en ont reçu 500. Et les masques FFP2, pour la moitié des pharmaciens, c'est 50 masques. Vous voyez qu'avec ça, on ne va pas très très loin. Et pour la c'est un petit peu compliqué. Donc, bien évidemment, les prioritaires, ce sont les médecins généralistes, bien sûr les spécialistes s'ils sont greffés, s'ils sont en ville et pas à l'hôpital ou pas en clinique, les infirmières libérales, les biologistes
Et puis les kinés, les sages-femmes, mais avec des quantités qui sont moindres. Vous avez toutes ces quantités sur un tableau qui vous a été envoyé par l'USPO et qui est sur le site de l'USPO que vous pouvez retrouver sans aucun problème pour savoir exactement ce que vous pouvez faire. Bien sûr, on est autorisé également, et on doit théoriquement le faire, de distribuer des masques au service d'aide à domicile. Donc là, tout simplement impossible parce que quand une structure arrive avec 30-40 salariés, c'est tout simplement impossible de pouvoir, avec l'approvisionnement que nous avons, leur donner des masques. Donc ça crée des tensions dans les pharmacies, ça crée des tensions pour ces personnes qui ne sont pas protégées alors qu'elles sont dans des contacts directs avec les patients, puisqu'elles sont sur l'aide à la personne. Donc ce qu'on a demandé, c'est que ce soit plutôt l'ARS qui récupère cette distribution. Elle connaît mieux d'ailleurs les services médico-sociaux que nous, et donc ça permettrait d'avoir un flux plutôt entre professionnels et ça permettrait d'avoir notamment aux ADMR et compagnie, d'avoir bien évidemment leur dotation parce que c'est pour elles absolument indispensable de travailler dans des situations de sécurité. Donc on est en train de faire évoluer les choses, mais tout ça n'est que proposition, discussion, décision, hors de compte-ordre. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. En tout cas, moi, vraiment, je remercie les pharmaciens de faire ce boulot. D'ailleurs, les médecins et les infirmiers, même si parfois ça râle un petit peu, trouvent que cette distribution est très pratique. On est à côté de la pharmacie, leur cabinet est à côté de la pharmacie, les infirmières passent à la pharmacie, elles savent un coup de fil, oui, je vous réserve 18 masques, vous pouvez venir les chercher, oui, pour la semaine prochaine. Tout ça a au moins un avantage, ça crée du lien entre professionnels de santé et on n'empêchera pas quelques agressivités, bien évidemment, parce qu'il n'y a plus de masques et que les professionnels râlent. Et ils savent tous que ce n'est pas de la faute des pharmaciens, mais que c'est de la faute d'un approvisionnement trop perlé et trop au fil de l'eau. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est les grossistes qui reprennent la main. Si ça ne change pas cette nuit, hein, parce que ça peut arriver. En tout cas, ça a l'air décidé. L'approvisionnement des grossistes mardi, mercredi, les pharmacies jeudi, vendredi, ou peut-être, j'espère, mercredi pour certains. Et ensuite, j'espère que ce sera beaucoup plus fluide dès que les masques qui ont été promis par le président de la République et qui arrivent de l'étranger permettront des approvisionnements. Il y a beaucoup de questions sur des masques que vous avez récupérés. Vous savez qu'on avait lancé un appel en disant à toutes les sociétés, toutes les entreprises, toutes les administrations, pensez aux écoles. Les écoles, les lycées, les collèges ont des stocks de masques. Donc, si vous pouvez, vous connaissez les directeurs d'école, etc., n'hésitez pas à leur demander. En général, ils sont ou en sous-sol ou à l'étage, mais ils dorment depuis 7-8 ans. Donc, si vous pouvez les récupérer, tant mieux. Si c'est des grosses quantités, vous avertissez l'ARS. Il vaut mieux que ce soit distribué pour les hôpitaux, pour les EHPAD, etc. Il ne faut pas stocker des masques dans votre pharmacie. Si vous avez des petites quantités qui arrivent, même parfois d'ailleurs, des personnes, des individuels qui ont des masques les ramènent, et ça, vous vous en servez pour le redistribuer aux professionnels de santé qui en ont rudement besoin aujourd'hui. J'ai des questions, Gilles, sur les masques. Est-ce que on peut donner des masques à des personnes qui exercent en EHPAD et que faire des prescriptions de masques? Alors, les EHPAD, ce n'est pas un approvisionnement par les pharmacies. Donc le choix qui a été fait, ce sont les ARS, comme pour l'hôpital, qui approvisionnent les EHPAD. Est-ce qu'on peut honorer des prescriptions de médecins sur les dotations État? Non. Les masques ne sont pas prévus pour les patients, ils sont prévus pour les professionnels de santé. On peut discuter de cette disposition, mais c'est comme ça. Donc, pas de masque. Et on n'arrête pas de dire, et n'hésitez pas à le dire à vos médecins, si vous voyez un hôpital
un médecin qui commence à prescrire des masques pour les patients, appelez-le de suite en disant ça ne sert à rien, on ne peut pas les délivrer et vous allez vous mettre dans des situations extrêmement inconfortables par rapport aux patients. Donc surtout ne le faites pas. J'ai aussi des questions sur les masques. Est-ce que j'ai le droit de vendre des masques? Bon, c'est extrêmement flou la réglementation actuellement, puisque les masques sont réquisitionnés et toute une grande catégorie de masques sont réquisitionnés. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, alors ça c'est, je dirais, à titre amical et confrère et pharmacien et pas forcément responsable de syndicat, c'est de ne pas vendre de masques. Franchement, même des masques qui ne sont pas dans la réglementation, qui sont des masques FFP1, qui sont des masques anti-poussière, etc. Les masques anti-poussière, ce n'est pas fait pour le Covid. Donc ne vous embarquez pas là-dedans en faisant croire que parce que ce n'est pas sur la liste, eh bien ces masques, c'est toujours mieux que rien. Ne donnez pas de sentiment aux patients qui peuvent se protéger avec ce masque. Ce serait une faute. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'être très clair. Aujourd'hui, n'achetez pas des masques et ne vendez pas des masques. Si vous les achetez, c'est pour les donner. Donc, ne vendez pas des masques. D'ailleurs, la DGCCRF et la gendarmerie débarquent souvent dans des pharmacies qui vendent des masques et regardent quel type de masque ils ont vendu, comment ils les avaient achetés et est-ce qu'éventuellement il n'y a pas un trafic. Donc, surtout, ne vous embarquez pas, puisque de toute manière, les stocks peuvent être réquisitionnés immédiatement. Donc, on est en période de crise, on verra plus tard, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué comme ça. Ne créez pas de la confusion, même si vous trouvez que cette disposition de fait d'en acheter pourrait rendre service. Autre recommandation, méfiez-vous des bonnes affaires que vous trouvez aujourd'hui avec beaucoup de sociétés que vous ne connaissez pas, qui vous expliquent qu'ils vont vous vendre des masques et des quantités phénoménales à des prix défiant toute concurrence. On a déjà eu des arnaques assez importantes faites notamment pas qu'au niveau des pharmaciens, hein, mais au niveau des institutions, avec des intermédiaires qui n'étaient pas corrects. Moi, j'exerce dans la Drôme. Hier, on a eu une alerte de la gendarmerie. Nous envoyons toute une série d'alertes en disant attention, un certain nombre de pharmaciens se sont fait escroquer, à la fois sur les masques et à la fois sur les gels. Donc, soyez attentifs à des sociétés que vous ne connaissez pas, qui vous promettent, etc., sauf qu'ils vous disent toujours qu'il faut payer d'abord. Voilà. Donc là, c'est jamais le RIB, jamais payer d'abord. Vous êtes sûr d'une chose, l'argent, vous ne le reverrez pas. La marchandise, peut-être si vous avez un peu de chance. Donc, ne vous embarquez pas là-dedans. Est-ce qu'on peut donner des masques périmés? C'est aussi une question qui revient beaucoup. Oui, oui, oui. On peut donner des masques périmés. De toute manière, comme le dit le président, on est en guerre. Donc, on fait comme on peut. La péremption sur les masques n'est pas liée à la qualité du masque, mais plutôt à la qualité de l'élastique. Effectivement, on a quelques masques, si vous ne faites pas attention, que vous tirez un petit peu trop fort sur l'élastique, il a tendance à claquer, donc il faut les manipuler avec précaution. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du document unique de traçabilité? À qui il faut l'envoyer? Est-ce qu'il faut l'envoyer à la CPAM, au grossiste? À quelle adresse? Quand et comment? Alors, théoriquement, toutes les CPAM ont envoyé aux pharmaciens une adresse mail, alors qui n'est pas une adresse générique. Hein. Alors parfois c'est commission paritaire, parfois c'est Covid, parfois c'est une autre adresse, mais elle est départementale. Et vous devez envoyer ce document de traçabilité toutes les semaines, tous les vendredis, à votre caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il y a pas mal de pharmaciens qui en font, hein, qui le font d'ailleurs, parce qu'on a eu des contacts avec les caisses primaires. On a vu que des pharmaciens avaient commencé à envoyer. Maintenant, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Alors, c'est vrai que c'est un irritant en disant qu'est-ce que c'est ce truc, il faut qu'on fasse encore des papiers, etc. Je comprends que ça agace. Mais sur un sujet aussi sensible que les masques, avec du trafic, avec des vols, avec quelque chose qui met les soignants en danger, parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'ils ne renouvellent pas assez, parce qu'en EHPAD, parfois, ils n'en ont plus, parce qu'on est obligé parfois de se passer du masque. Donc, ne plaisantez pas avec ça. Soyez transparent.
envoyez les informations à l'assurance maladie. Si vous n'avez pas reçu l'adresse, eh bien, renseignez-vous auprès de vos confrères ou du syndicat local pour avoir l'information. Nous, on a demandé à la caisse de faire une relance, puisque un certain nombre de pharmaciennes, effectivement, ne l'avaient pas vu. Ne faites pas un copier-coller de l'adresse parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais un certain nombre de pharmaciens ont cru que l'adresse ne marchait pas parce qu'ils ne l'ont pas retapée. Donc vous la retapez. Si ça ne marche pas, vous contactez votre caisse pour le faire. Mais en tout cas, soyez transparents. Et puis il y a une question qui revient souvent. C'est est-ce que les préparateurs ont droit au masque? Moi, je dis oui. On a reçu un document, un premier document montrant les protections pour les médecins et les infirmiers qui faisaient des soins des FFP2 et pour les pharmaciennes des FFP2 et pour les préparateurs des masques chirurgicaux. Vous vous rappelez de ce document, il a fait réagir tout le monde, notamment les préparateurs à juste titre, en disant le pharmacien, lui, il a le bec de canard et nous, on a des masques chirurgicaux. Pourquoi? Bon, le second document qui a été distribué faisait part pour la pharmacie d'équipements en masques chirurgicaux. Alors, ils n'ont pas précisé les préparateurs, mais qui pourrait imaginer qu'un préparateur puisse travailler en officine sans être protégé? Ça n'a pas de sens. Donc, nous, on l'a écrit, on le dit, on le publie, on le met dans toutes nos publications. Je n'ai pas eu un appel d'une ARS ou du ministère me disant, ou de la CPAM, nous disant que ce que nous écrivions était affreux, qu'il fallait arrêter ça. Rien du tout. J'attends que quelqu'un m'appelle. Donc, bien sûr, vous protégez vos préparateurs. C'est assez compliqué de travailler dans ces conditions aujourd'hui. C'est pas facile. En plus, on sait que la vague arrive et que de plus en plus de patients seront susceptibles d'être porteurs. Donc, il faut se protéger et avoir les réflexes de gestes barrières le plus, le plus strict possible dans votre officine. Vous vous rappelez, on a fait une publicité pour des comptoirs protégés avec des plexiglas. Je peux vous dire que ça a énormément fonctionné. D'autres sociétés sont en train de le faire. En 2 jours, 4000 postes de pharmacie ont été équipés de plexiglas. C'est une très très bonne idée. Et moi, je remercie ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont fait à des prix extrêmement raisonnables, puisqu'ils l'ont fait à prix coûtant, avec des coûts de transport qui étaient extrêmement faibles. Donc, bravo pour cette initiative. Et je peux vous dire que quand vous mettez ça sur vos comptoirs, ça a 2 avantages. Premièrement, ça vous protège. Ça rassure votre personnel et ça donne vraiment un signal très clair à la population qui voit que vous portez des masques, que vous avez mis des outils de protection et tout le monde comprend que c'est sérieux et qu'on ne plaisante pas avec le Covid. Donc ça contribue à amener au sein de la population les bons réflexes. Juste une dernière question peut-être sur les masques. Qu'est-ce qu'il faut faire des déchets de ces masques et des gants, etc., qui sont utilisés? Alors, ce qui est recommandé, c'est de les mettre dans un sac poubelle à part, de les laisser 24 heures dans ce sac poubelle avant de le mettre dans la poubelle domestique. Mais pas forcément les mettre de suite, hein, donc de les stocker en un seul endroit, une poubelle spécifique, et attendre 24 heures avant de le mettre à la poubelle et que les déchets soient récupérés. On peut changer de sujet peut-être sur évoquer les renouvellements de traitement et toutes les modifications qu'il y a eu. Et juste pour info, j'ai 2-3 questions sur pourquoi on est passé du 31 mai au 15 avril. Ah, ça c'est la surprise. Ils ne se sont pas trompés. Alors, nous, on n'a pas compris. Hein. On a mis un jour pour essayer d'obtenir une réponse. On l'a eu et ça correspond à la publication de l'état d'urgence. L'état d'urgence, dont le gouvernement qui est habilité à prendre certaines dispositions par ordonnance, etc., et toute une série de réquisitions, est sur une période qui est calée jusqu'au 24 mai. Donc toutes les dispositions qui avaient été prises et qui mettaient
des dérogations jusqu'au 31 mai devenaient totalement illégales. Donc, ils ont décidé de le faire jusqu'au 15 avril. Et le 15 avril, bon, quand vous renouvelez une ordonnance, eh bien, vous la renouvelez jusqu'au 15 mai à peu près. Donc, on est dans le cadre. Alors, pourquoi ils n'ont pas pris 24 avril? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que l'on sait aussi, c'est que ce 15 avril ne sera pas forcément une date et qu'il pourra y avoir peut-être par arrêté simplement une prolongation de la possibilité pour le pharmacien de renouveler les ordonnances, de fabriquer du soluté hydroalcoolique, etc. Et bon, c'est vrai que ça a beaucoup perturbé, mais vous inquiétez pas, on en aura d'autres comme ça de surprises. On n'a pas fini. On serre les dents. Alors, sur les renouvellements d'ordonnance, Bénédicte, c'est ça oui. le nouveau tableau. Le nouveau tableau. Alors, donc ça, alors, je ne vais pas dire ce qu'on avait déjà et ce qui est nouveau, parce que ce serait un petit peu compliqué. Qu'est-ce que l'on peut faire? D'abord, on peut renouveler tous les traitements chroniques à la fois d'une ordonnance renouvelable, donc on peut prolonger d'un mois l'ordonnance renouvelable. On peut également prolonger pour le traitement chronique une ordonnance qui n'est pas renouvelable, mais dont le patient a le même traitement depuis 3 mois. Donc, si c'est votre pharmacie, si le patient vient à la pharmacie habituelle, eh bien, vous connaissez son historique, même si le médecin prescrit tous les mois, vous pourrez renouveler ce traitement s'il est stabilisé depuis 3 mois. Si ce n'est pas un patient habituel, vous pouvez consulter le DP, le dossier pharmaceutique, pour vérifier si son antihypertenseur, etc., est le même et que vous puissiez le renouveler. Vous devez bien sûr informer le médecin par tous les moyens, messagerie sécurisée, mail, voilà, vous faites ce que vous savez faire avec votre environnement médical et l'équipement s'il y a une messagerie sécurisée, partagée, etc. Si vous êtes dans une CPTS, si vous êtes dans une équipe coordonnée, voilà, vous devez avertir le médecin et vous devez bien sûr apposer au dos de l'ordonnance, comme vous le faites pour les renouvellements classiques, le ticket vital qui indique toute la quantité de médicaments que vous avez délivrés et en mettant au renouvellement Covid, etc. Si les logiciels l'ont fait, sinon vous l'écrivez à la main et sur l'ordonnance, comme ça vous êtes en conformité. Juste pour rester sur les traitements chroniques, il peut y avoir des ordonnances de 1 an, faites notamment par des ophtalmos, etc., certains spécialistes. Vous pouvez continuer à prolonger le traitement mois par mois de ces ordonnances. Donc, bien sûr, vous faites attention à vos logiciels pour qu'ils ne soient pas bloquants. Si le logiciel est bloquant parce que c'est au-delà de 1 an, eh bien, vous voyez avec votre éditeur de logiciel comment vous pouvez bypasser cette sécurité pour pouvoir honorer cette ordonnance. Pareil d'ailleurs pour les contraceptifs. Vous savez que les contraceptifs, on peut aller jusqu'à 12 mois plus 2 fois 3 mois. Ben là aussi, vous prolongez. Voilà. Donc, on assure la continuité des soins pour les patients. Concernant les médicaments hypnotiques, anxiolytiques, donc anxiolytiques, on est autorisé là aussi à ne pas à déroger à la règle des 3 mois. Et pour les hypnotiques, pareil, à déroger à la règle des 4 semaines. Alors là, par définition, l'ordonnance pour les hypnotiques n'est pas renouvelable, mais on peut, si le patient si l'ordonnance est renouvelable et que le patient est stabilisé, pouvoir prolonger le traitement mois par mois. Et là aussi, on informe le médecin que l'on a renouvelé l'hypnotique. Concernant les traitements substitutifs aux opiacés, méthadone, Subutex, Suboxone, eh bien, là aussi, on est autorisé, bien sûr, l'ordonnance n'est pas renouvelable, mais on est autorisé à renouveler le traitement pour 28 jours, fractionné
si le médecin, sur ces ordonnances, demande le fractionnement, donc on renouvelle dans les conditions pour lesquelles le médecin avait un accord avec le patient et avec vous, puisque là, la pharmacie est désignée, donc c'est vous qui allez pouvoir prolonger le traitement, et vous devez le faire avec l'accord, bien sûr, du médecin. Donc là, il faut avoir un accord de la part du médecin pour pouvoir renouveler les traitements substitutifs aux opiacés. Heureusement qu'on a cette disposition, parce que vous imaginez bien tous les conflits que nous pourrions avoir et des situations extrêmement compliquées à gérer si le médecin ne pouvait pas accueillir le patient. Et on sait que ça va être un peu compliqué maintenant pour eux. Pour les stupéfiants, là aussi, dans les traitements contre la douleur, du rogésique, etc., là aussi, l'ordonnance n'est pas renouvelable. Pareil, si le traitement est stabilisé, après, stabilisé ou pas d'ailleurs, pardon, après accord du médecin, mais là, il faut un accord écrit du médecin. On peut renouveler le traitement, le même, ou comme on a un accord écrit du médecin et donc on l'aura contacté, eh bien, s'il veut adapter la posologie parce que le patient souffre un petit peu plus, ou il veut augmenter le dosage ou diminuer le dosage, ou compléter sa prescription, il pourra le faire par écrit et on n'est pas obligé de respecter les règles, d'avoir une ordonnance sécurisée, etc. S'il y a un accord écrit du médecin, quel que soit le support, du moment qu'il y a une trace et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pourrez renouveler. Donc là aussi, une facilité et une fluidité dans la façon de travailler entre le médecin et le pharmacien. Et bien sûr, ces renouvellements sont également possibles pour les dispositifs médicaux, notamment les pansements pour les patients qui ont des plaies, etc. Eh bien, on pourra également renouveler ces traitements, toujours ces dispositifs médicaux, ou les locations pour les traitements, voilà, les locations de lits, etc. Si ça arrive à échéance, de pouvoir prolonger un mois supplémentaire, toujours en informant le médecin. Est-ce que vous pourriez faire une précision sur les ordonnances renouvelables de plus d'1 an? Alors, les ordonnances de plus d'1 an, c'est comme les ordonnances de 3 mois, etc. On peut les prolonger. On peut les prolonger de 1 mois supplémentaire. Voilà, le tout, c'est que le logiciel ne bloque pas. Ok. Est-ce que vous pouvez juste, peut-être sur le zolpidem, revenir dessus parce que j'ai 2-3 questions. Est-ce que vous pouvez nous donner les informations sur le zolpidem et le renouvellement? Alors, il y a 2 précisions, effectivement. Alors, le zolpidem, c'est un hypnotique, mais c'est un assimilé stupéfiant. Donc, il fallait faire un choix. Le choix qui a été fait par les pouvoirs publics, c'est de le considérer comme un stupéfiant. Ça veut dire que pour renouveler du zolpidem, vous devez avoir l'accord préalable et écrit du médecin. Voilà. Donc, vous savez, le médecin, il va bien sûr répondre au présent. Il faut simplement penser à quelque chose. On a toute une série de médicaments, pas très nombreux, mais importants, comme le Leponex, comme le Roaccutane, qui nécessitent une surveillance biologique. Donc là aussi, on doit faire attention et bien faire attention que le patient ait fait sa biologie et que afin que sa biologie permette de délivrer les médicaments. Donc pour le Leponex, bien évidemment, même si c'est un traitement chronique, il faudra avoir l'accord du médecin et s'assurer que la biologie permette de continuer à délivrer ce médicament en toute sécurité. Pareil pour le Roaccutane avec le test de grossesse. Et bien sûr, quand on renouvelle les AVK, il faut s'assurer que, bien sûr, l'INR est fait régulièrement. Donc ça, c'est le dialogue entre le pharmacien et le patient pour s'assurer qu'il a bien fait sa biologie. J'ai des questions sur l'accord du médecin, l'accord écrit, comment il doit se manifester? Est-ce que c'est un SMS? Est-ce que c'est un mail?
Ouais, en général, ça peut être un mail ou un fax, hein. Voilà, il vous donne l'accord écrit pour tel patient. Moi, je l'ai fait hier pour un traitement d'un patient qui est sous traitement et qui est un traitement anticancéreux avec beaucoup de douleurs et donc des morphiniques. Voilà, le médecin, et il m'a dit, bah, écoute, je t'envoie un mail et puis tu renouvelles le traitement comme avant. Donc voilà, il faut se mettre d'accord avec les médecins pour faire la chose la plus pratique. Et une fois que vous avez le mail ou le fax, eh bien, vous l'enregistrez dans la fiche patient. Comme ça, vous l'avez en mémoire. Et si quelqu'un vous demande un jour des comptes, eh bien, vous allez pouvoir retrouver cette trace dans la fiche patient. J'ai des questions aussi sur la dispensation de traitements chroniques qui sont normalement dispensés en PUI et également s'il y a des exclusions de certains médicaments parce qu'a priori, certains grossistes ne voudraient pas livrer les médicaments stupéfiants et les médicaments qui sont au froid normalement. Alors ça, c'est une autre disposition. C'est-à-dire que euh, comme on limite les déplacements des patients, un certain nombre de patients qui ont des traitements qui sont réservés à l'usage hospitalier, enfin à l'hôpital, ne peuvent être délivrés que par les pharmacies à usage intérieur. Donc, on a un certain nombre de médicaments comme ça qui obligent le patient à aller à la pharmacie de l'hôpital pour récupérer son traitement. On a fait un accord avec les pouvoirs publics, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens pour, avec une procédure d'échange, hein, c'est-à-dire qu'il faut que le pharmacien, bien sûr, soit au courant du traitement. Donc, c'est le patient qui va lui demander en disant j'allais chercher ce médicament à la pharmacie de l'hôpital, on m'a dit que vous pouviez me le fournir, ok. Nous, avec cette ordonnance, on contacte la PUI. La PUI va mettre à disposition ce traitement en colis scellé et c'est le grossiste qui va le récupérer avec une traçabilité du colis, à quel moment il l'a récupéré à la PUI, à quel moment il l'a ramené à la pharmacie. Nous, on pourra le dispenser bien sûr aux patients et on avertira la PUI que ça s'est bien passé. Il n'y a pas d'exclusions qui ont été prévues. Donc si les grossistes commencent à dire ça je peux pas, ça je peux, etc., c'est un colis scellé. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, s'ils veulent exclure un certain nombre de médicaments, ça veut dire que le système ne marche pas et il faudra qu'on en discute. Et moi, je n'ai pas entendu de position de la Chambre syndicale de la répartition nous alertant en disant on ne veut pas faire ça pour tel et tel médicament. Oui, il peut y avoir du froid, oui, il peut y avoir des stupes, oui, il peut y avoir des médicaments extrêmement coûteux. Bon, après, on sait très bien que c'est le lot de ceux qui correspondent à la réserve hospitalière. Donc voilà, je pense qu'il y a des réserves d'initiatives peut-être locales qu'il faudra lever parce qu'il n'y a aucune raison que les grossistes se sont habitués à transporter des stupéfiants. Donc pourquoi le stupéfiant de l'hôpital poserait plus de problèmes que les stupéfiants qui nous livrent régulièrement tous les jours à la pharmacie? J'ai également une Ce sont des professionnels de la chaîne pharmaceutique, des répartiteurs, donc il ne faut pas l'oublier. J'ai également une dernière question peut-être sur le sujet, très concrète. Est-ce que vous pouvez nous assurer que la CPAM ne va pas nous faire d'indu pendant cette période alors que les règles changent tous les jours? Franchement, je ne crois pas. Au vu de la... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y aura quand même des contrôles. Mais franchement, tout le monde avance au fur et à mesure des évolutions. C'est très compliqué à suivre. Et je peux vous dire que l'esprit des CPM aujourd'hui et l'esprit de Nicolas Revel et de ses équipes, c'est d'assurer la continuité de la liquidation des dossiers, bien évidemment pour pas qu'on ait des incidents, la continuité des soins et la continuité des droits pour l'ensemble des assurés, avec un personnel qui est confiné, qui est en télétravail. Pour lui, franchement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maintenir l'activité de la CNAM et de toutes les CPAM pour pas qu'on ait un gros incident. Et à mon avis, ça occupe pas mal.
Et c'est un enjeu majeur. Donc après, il pourrait y avoir peut-être des contrôles, etc. Mais je ne pense pas qu'on en sera à une application d'une règle très, très, très tatillonne au vu des différents tâtonnements que nous avons aujourd'hui. Mais là, nous avons fait, et je remercie d'ailleurs Bénédicte d'avoir fait un tableau avec ses équipes très clair, qui vous permet de montrer à l'ensemble de votre équipe ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire et ce que l'on peut faire dans telles conditions. N'oubliez pas d'avertir le médecin et surtout d'inscrire au dos de l'ordonnance ce que vous avez délivré et d'utiliser le DP si vous avez le moindre doute. Peut-être pour changer de sujet, on pourrait passer au Plaquenil. J'ai des questions. Est-ce que c'est possible de le délivrer en ville ou pas? Bon, voilà. Alors, le Plaquenil, ça c'est le genre de truc qui est assez agaçant parce que voilà, ça anime les débats, ça occupe beaucoup de monde, ça crée du trouble, ça fait de l'animation et franchement, ça désorganise le système. Donc, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Je laisse les scientifiques s'étriper entre eux et expliquer que lui, il a compris, que l'autre n'a pas compris, etc. Bon, franchement, un avis personnel quand même. Quel gâchis, hein, avec des têtes aussi bien faites que ces chercheurs, que ces personnes qui sont des spécialistes de la virologie, de l'infectiologie, de se chamailler comme ça à un moment où on a le plus besoin d'eux, et on a le plus besoin d'avoir un message le plus clair possible pour sauver des vies, je trouve que c'est un véritable gâchis. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils n'apaisent pas l'affaire en disant ben, on va faire le job plutôt que de continuer à monter comme ils le font dans les tours et dans les médias à coup de déclarations je dirais, qui, en fait de compte, déstabilisent et font que les patients n'y comprennent plus rien et que nous, on est mis sous pression pour des prescriptions qui ne sont pas aujourd'hui conformes. Donc, où on en est du Plaquenil? Journal officiel de ce matin, le pharmacien n'est plus autorisé à délivrer du Plaquenil sur une prescription de médecin généraliste. Donc c'est très clair, on est protégé. Et également le Caleos, l'association des deux antirétroviraux, pareil. Donc le pharmacien, vous avez une ordonnance de Plaquenil aujourd'hui avec de l'azithromycine, c'est non. Voilà. Et vous avez la loi qui est pour vous. Ensuite, on peut continuer à délivrer du Plaquenil pour les patients qui ont un traitement chronique, lupus, polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc, vous pouvez continuer à le délivrer pour ces patients. Et donc, si il doit y avoir un nouveau patient qui a besoin de Plaquenil pour lutter contre le lupus, eh bien, c'est un médecin spécialiste qui le prescrit et ça peut être un médecin généraliste qui peut le renouveler, mais dans le respect de l'indication de l'AMM et pas autre chose. Donc, Plaquenil en ville pour le Covid, c'est non. Et donc, il faudra le dire, bien sûr, à tous les médecins s'ils s'amusaient à le prescrire. Ceux qui veulent le prescrire, ou ceux qui veulent en avoir, ça relève d'une prescription hospitalière dans un cadre particulier d'un consensus médical et ça ne peut se faire qu'au niveau de l'hôpital, à la fois pour faire de la recherche ou pour déroger à la règle, mais ça ne relève plus de la médecine de ville ou de la pharmacie d'officine, ce n'est réservé qu'à la PUI si l'hôpital choisit de le prescrire dans certaines conditions. Donc au moins c'est très clair. Enfin, parce que ça faisait quand même quelques jours que ça montait en puissance, on a demandé à IQVIA de regarder, on a regardé les statistiques pas plus tard qu'hier, et le Plaquenil, en une semaine, les sorties officines ont été multipliées par 2. Et par rapport à un rythme normal, c'était multiplié par 3. Donc on voit bien que c'est en train de flamber. Donc, Plaquenil, ça allait être en rupture de stock et tous les patients qui étaient en traitement chronique n'allaient plus en avoir. Si il s'avère que le Plaquenil est intéressant pour le Covid ou d'autres médicaments, puisqu'il y a 5 médicaments qui sont en essai aujourd'hui,
eh bien, tant mieux. Et là, on aura des prescriptions avec des indications spécifiques Covid, avec un dosage spécifique Covid, et on sera dans une AMM qui sera peut-être temporaire, mais qui sera en parfaite légalité. J'ai des questions pour savoir où est-ce qu'il faudrait en commander du Plaquenil. Alors, si vous avez des difficultés à vous approvisionner, parce que c'est vrai que les grossistes ont anticipé, hein, les répartiteurs ont anticipé, ils ont contingenté le Plaquenil et ils ont bien fait. S'ils sont vraiment en rupture, vous avez sur le site de l'USPO ou sur les circulaires un mail pour pouvoir commander directement à Sanofi si vous êtes en difficulté. Ok, merci. Je remercie Sanofi de l'avoir fait également, parce que ça veut dire qu'ils se mettent à disposition pour tous les patients qui sont en traitement chronique, et c'était important de le faire. Ils continueront malgré tout d'approvisionner les grossistes, bien évidemment. J'ai aussi pas mal de questions sur le gel hydroalcoolique et la préparation des solutions hydroalcooliques, leur prix, etc. Est-ce que vous pourrez faire un récapitulatif? Alors, j'ai pas le tableau sous les yeux sur le gel, mais je dirais que rien n'a changé. Donc, il y a un décret qui fixe le prix public du gel. C'est 15 euros le litre, c'est 2 euros. 40 euros pour 50 millilitres ou moins. Voilà, c'est 40 euros pour 50 millilitres, c'est 50 millilitres ou 100 millilitres ou moins, je ne sais plus. 50 millilitres ou moins, 50 millilitres ou moins. Voilà. Après, c'est 30 euros, 20 euros. Donc, vous avez ce tableau qui est également sur le site de l'USPO et qu'on vous a envoyé plusieurs fois en circulaire. Vous avez également un prix qui est un prix réglementé pour celui qui va vous le fournir. Donc, faites bien attention quand vous avez des propositions de prix de gel hydroalcoolique que les fabricants respectent le prix de cession pour ne pas, bien sûr, que vous le payiez trop cher. Si vous fabriquez du soluté hydroalcoolique, alors qu'on l'appelle gel, soluté, X hydroalcoolique, n'importe quoi, c'est la même réglementation. Parce que certains petits malins essaient de dire c'est pas tout à fait le gel, etc. Tout ça est balayé, c'est la même chose. Donc, si vous avez fabriqué du soluté hydroalcoolique, vous allez pouvoir majorer le prix public qui est en fonction des quantités de 1,5 supplémentaire, multiplié par 1,5 jusqu'à 300 millilitres, et de 1,3 au-delà de 300 millilitres. Et c'est votre prix TTC. Je sais qu'il y a un débat sur la TVA. Alors pourquoi d'abord on a fait ça? Pourquoi on a obtenu ça? Le 1,5 et le 1,3? Tout simplement parce qu'on a plaidé en disant on ne peut pas avoir le même prix quand on fabrique un artisanal que quand on fabrique un industriel. Donc ça nous a permis de majorer ce prix et d'obtenir cette majoration de 1,5 et de 1,3. Si vous demandez à vos patients de vous ramener les flacons pour pouvoir le remplir, on est autorisé à faire du vrac. Et là, par rapport au prix du gel hydroalcoolique, vous pouvez majorer, Bénédicte, c'est 1,2 si mes souvenirs sont bons, oui, ça. pour le vrac, en deçà de 300 millilitres, et 1,1 au-delà de 300 millilitres si on vous ramène un flacon. Alors bien sûr, faites bien attention qu'on ne ramène pas n'importe quoi comme un flacon. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient imaginé qu'on pourrait remplir les petites bouteilles d'Évian de soluté hydroalcoolique. C'est le meilleur moyen pour s'empoisonner. Donc, faites bien attention que ce soit le même flacon qui vous le ramène et pas un flacon qui contient n'importe quoi ou quelque chose qui pourrait être utilisé par un gamin par erreur alors qu'il contient du soluté hydroalcoolique au lieu de l'eau. Donc, faites bien attention à ça. Et bien sûr, il faut étiqueter correctement en mettant le numéro de l'eau votre préparation. Ces préparations, pour l'instant, vous pouvez les fabriquer jusqu'au 15 avril. J'espère qu'on pourra aller un petit peu plus loin parce que, vu les difficultés d'approvisionnement d'alcool, de flacons, de glycérine, le 15 avril, c'est demain. Hein. Donc, on va essayer d'obtenir une prolongation.
J'ai beaucoup de questions sur l'approvisionnement en matières premières pour fabriquer ces solutions hydroalcooliques. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut en trouver? Très difficile aujourd'hui, puisque le principal fournisseur, qui est la Cooper, privilégie l'approvisionnement des hôpitaux et des grosses structures. Nos confrères qui font de la sous-traitance, heureusement qu'ils sont là, peuvent nous dépanner, mais les quantités sont limitées, sauf si vous arrivez à aller le chercher. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile à la pharmacie directe, donc ça limite pas mal pour les 21 000 pharmacies qui sont sur le territoire. Sinon, ils vous l'envoient par litre, hein, puisque les grossistes ne peuvent pas en transporter des quantités plus importantes. Il y a beaucoup d'initiatives sur les territoires pour obtenir de l'alcool agricole qui est de la même qualité, hein, c'est du 95 ou du 90. Et donc, on vous a mis là aussi le tableau de correspondance pour pouvoir faire votre calcul pour préparer la formule de l'OMS qui est la seule que vous devez aujourd'hui appliquer. Il n'y a pas d'autre formule. Et également l'alcool isopropylique qui est à 99,8. Vous pouvez l'utiliser également. Il y a beaucoup d'initiatives parce que beaucoup d'alcooliers, beaucoup de fabricants de liqueurs, etc., proposent leur alcool. Alors, ils le proposent à l'hôpital, ils le proposent aux pharmaciens. J'ai vu des initiatives du côté de l'URPS Hauts-de-France où il va y avoir une distribution d'alcool par l'intermédiaire de l'URPS. Du côté de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pareil. Le conseil régional s'est mobilisé pour mettre à disposition de l'alcool auprès des pharmacies. Donc, ça va être distribué, bien sûr, aux pharmaciens qui veulent fabriquer des solutions hydroalcooliques, et bien sûr des pharmaciens qui ont la chance encore d'avoir des flacons ou de pouvoir avoir des flacons. Ça ne sert à rien de stocker si on peut pas fabriquer. Et puis, on a vu des initiatives du côté de l'Aquitaine, du côté des Pays de Loire, du côté j'ai vu que du côté de Nantes, du côté de la Bretagne, ça bougeait également. Tout le monde est en train de faire. D'ailleurs, c'est très intéressant dans cette période de crise de voir la solidarité de certaines entreprises qui ont des stocks d'alcool ou des stocks de masques et qui n'hésitent pas à chercher une solution pour aider les soignants et aider à passer cette crise. Donc voilà, soyez à l'écoute de toutes les initiatives locales qui sont prises pour continuer à fabriquer parce que franchement, c'est là aussi une denrée très rare. Et puis, on commence à avoir quand même des approvisionnements de gel hydroalcoolique, alors vraiment au compte-gouttes, mais les productions sont en train de redémarrer petit à petit, donc soyez attentifs avec vos fournisseurs. Mais il est bon, hein, n'achetez pas ça n'importe où, n'importe qui, et soyez sûr de la formule. J'ai également des questions sur la dispensation de paracétamol et la nouvelle réglementation, et particulièrement sur l'ouverture du DP obligatoire ou pas pour la dispensation de ces médicaments. Alors là, ça a été aussi une grosse volonté d'anticiper et d'éviter les ruptures en raison des sites de fabrication qui sont en dehors de la France. Aucun paracétamol en matière première n'est fabriqué en France, États-Unis, Chine et un petit peu en Inde. Donc on sait que ça va être difficile dans la durée en fonction de si cette crise continue à bloquer les productions. Voilà, la population a compris, hein, le message est passé. Une boîte, si c'est asymptomatique, s'il y a des symptômes de boîte, bien sûr, inscrire dans le DP avec la carte vitale. Parfois, il n'y a pas la carte vitale, on fait avec. Mais en tout cas, le signal qui est donné, c'est de dire au patient, voilà, vous prenez du paracétamol, je l'inscris dans votre dossier pharmaceutique. Donc, du coup, ça permet d'ouvrir des dossiers pharmaceutiques, ce qui est une très, très bonne chose. Et ça permet aussi d'éviter le nomadisme des patients. Et puis, on anticipe sur ce réflexe pour le parcours de soins, pour toute la médication officinale. Si on veut faire de la médication officinale un parcours de soins, il y a un parcours de soins, ça s'inscrit dans l'histoire du patient, c'est le DMP. Donc, c'est un bon réflexe. Après, on ne va pas refuser une boîte de Doliprane si le patient a oublié sa carte vitale. Je pense que, voilà. Mais le signal qui est donné est excellent.
J'ai également des questions sur la livraison à domicile. Est-ce que vous Oui. pouvez un petit peu nous en parler, comment ça s'organise avec Alors, au niveau de l'organisation de la pharmacie, on voit bien que le fait de pouvoir renouveler les traitements, les patients nous sollicitent. D'abord, ils veulent savoir si c'est possible ou pas possible. Et on passe, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais beaucoup de temps au téléphone à répondre aux questions des patients. Pour les patients, bien sûr, nous demandent de renouveler. Alors, on leur dit bien sûr qu'on peut le faire dans telle et telle condition. Donc, après, ils peuvent passer à la pharmacie, ils peuvent envoyer leur, leur famille ou leur aidant. D'ailleurs, c'est souvent une occasion pour sortir et avoir une raison légitime pour sortir. Et puis, certains ne veulent pas sortir pour X raisons, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ne veulent pas s'exposer, et ils ont parfaitement raison. Donc, on a prévu bien évidemment une augmentation importante des livraisons chez les patients. Et on a essayé d'obtenir une indemnité, parce qu'on est quand même les seuls professionnels à aller au domicile du patient et à ne pas être indemnisés. Les infirmiers, quand ils se déplacent, ils ont des indemnités kilométriques, ils ont des forfaits de déplacement. Le médecin, quand il se déplace à domicile, il a un forfait de déplacement. Et le pharmacien, quand il se déplace au domicile, et vous savez tous que vous le faites, même en période hors Covid, eh bien, ce n'est pas reconnu, alors que c'est un service que l'on rend à la population. Donc, on a essayé d'obtenir une indemnité. Oh, on n'était pas beaucoup, hein. On a demandé 5 forfaitaires. En fait, l'équivalent de l'honoraire de garde pour une ordonnance du dimanche. Au moins, on avait un code, c'était ça. Bon, on n'a pas gagné la partie. Le directeur a dit non à cette demande de l'USPO. L'autre syndicat n'était pas favorable à cette mesure. Il a dit en pleine réunion, en disant non, on ne fait pas ça maintenant, on verra ça plus tard, etc. Je regrette. Et puis, bon, c'est vrai que l'histoire de la Croix-Rouge ne nous a pas aidés, puisque le directeur s'est retranché derrière ça en disant ah, vous avez trouvé une solution, la FSPF, donc tout va bien, vous n'avez pas besoin d'être indemnisé, puisque vous le ferez faire par la Croix-Rouge. Ça s'appelle une occasion ratée qui ne se représentera pas plusieurs fois. Donc, le SPO, vous nous connaissez, hein, on ne va pas lâcher l'affaire, on va continuer à le demander, parce que je pense qu'on va faire une enquête auprès de vous pour vous demander le nombre de livraisons que vous faites par jour, pour se rendre compte du travail que vous êtes en train de réaliser, en plus d'un travail normal, dans des conditions qui ne sont pas faciles, qui sont des conditions aujourd'hui d'un exercice en étant, dans une situation de protection de son personnel, de gestion tendue, de réponse au téléphone beaucoup plus nombreuses. Le travail est beaucoup plus compliqué que d'habitude, même si l'activité est plus faible. Et le travail est aussi beaucoup plus compliqué parce que vous ménagez votre personnel et vous essayez de faire des rotations pour ne pas être fatigué dans la durée l'ensemble de votre équipe officinale. Donc, on est dans une période difficile et je regrette de ne pas avoir obtenu l'unité syndicale sur un dossier qui me paraissait aussi évident, aussi simple et aussi légitime dans cette période où nous faisons ce travail en plus. Par rapport à l'organisation de la pharmacie, j'ai aussi pas mal de questions. Est-ce que j'ai le droit de fermer ma pharmacie? Est-ce que j'ai le droit de fermer plus tôt ma pharmacie? Alors, il y a plusieurs choses dans l'organisation de la pharmacie. Je reviens un petit peu sur le renouvellement des ordonnances. Voilà, un geste simple aussi d'organisation, c'est de dire à vos patients, si vous voulez que je vous renouvelle votre traitement, OK, on anticipe et derrière, sur bien sûr ordre du patient, vous préparez comme ça quand il vient à la pharmacie, c'est déjà prêt. Tant pis, vous l'avez fait en dégradé, tant pis, c'est pas grave. On va essayer d'obtenir d'ailleurs la non-édition du CERFA, qui ne sert à rien puisque le patient n'est pas là et que vous ne lui tendez surtout pas un stylo pour qu'il signe un CERFA. Voilà, moins de contact possible avec des objets qui peuvent être partagés et qui peuvent être porteurs ensuite du virus. Donc, on a demandé depuis maintenant 10 jours que le CERFA ne soit plus utile à l'édition, le scanner et après, bien sûr, le jeter. Ça
consomme de l'encre, ça consomme du papier pour une signature qui est virtuelle, puisque c'est celle du pharmacien et pas celle du patient. J'espère qu'à la prochaine réunion, nous obtiendrons là un accord de la part du directeur. Donc, au niveau de l'organisation de la pharmacie, est-ce que je peux fermer? Est-ce que. Alors, fermer, sauf cas très particuliers. Vous avez vu que tout a été organisé pour assurer la continuité des soins. Donc, vous ne pouvez pas abandonner vos patients. Vous ne pouvez pas fermer. Est-ce que vous pouvez réduire l'horaire? Oui. Oui, mais vous le faites en accord et en discussion avec vos confrères d'à côté. Vous voulez fermer à 18h? Pourquoi pas? Assurez que votre confrère qui fait la garde dans le secteur en soit averti, parce que lui, à 18h, il risque d'avoir un afflux de patients plus important que ce qui était prévu. Donc tout ça, ça demande de l'échange entre confrères, de l'organisation. Pour des raisons, parce que voilà, tout est malade, personne ne peut exercer, vous devez avertir l'ARS et vous devez avertir le Conseil de l'ordre. Vous ne pouvez pas fermer comme ça sans avertir et sans voir si ça désorganise le secteur où vous exercez. Toujours sur l'organisation de la pharmacie, j'ai des questions sur la manière dont fonctionne. Enfin, comment est-ce que je peux fermer est-ce que je peux ouvrir en mode garde et servir les patients en mode garde? Pardon, désolé pour le bug. Si certains considèrent que c'est comme ça que d'abord ils peuvent exercer parce que votre personnel vous le demande, parce que vous vous sentez plus en sécurité, pourquoi pas? Sauf qu'il ne faut pas quand même qu'il y ait 50 personnes qui soient dans la rue en train de faire la queue parce que ça ne va pas tenir longtemps. Donc ça, je dirais chacun, en fonction de la situation, en fonction de la ville où vous exercez, en fonction de la présence importante ou pas importante de circulation du virus, chacun est responsable de son entreprise et peut l'organiser comme ça. Ça évite effectivement d'avoir des personnes qui rentrent dans la pharmacie. Mais bon, si on a mis des systèmes de protection, si on a des masques, si on respecte les distances, c'est quand même aussi une bonne protection. Donc, rien ne l'interdit et rien n'oblige les pharmaciens à faire la même chose. Et peut-être une dernière question sur le sujet. Est-ce que vous avez des conseils pour le nettoyage de la pharmacie, des comptoirs Alors, sur le nettoyage, d'abord sur la gestion du flux de patientèle dans la pharmacie, au-delà des distances et du respect des critères de distanciation, vous devez également éviter qu'il y ait un nombre trop important de patients qui rentrent dans la pharmacie. Donc, c'est limité. Vous avez 4 postes, eh bien, vous ne servez plus que sur 2 postes. Donc, ça veut dire que 2 personnes rentrent dans la pharmacie et les autres attendent dehors. Voilà, c'est à vous de gérer ça et de l'afficher au niveau de la porte et de l'entrée de votre pharmacie. Et les gens le respectent. Hein. Ils comprennent très bien maintenant. Ils voient bien que dans les magasins d'alimentation, etc., on fait rentrer par un, on fait rentrer par deux. Donc, tout le monde est en train d'attraper le réflexe. D'ailleurs, il trouverait anormal qu'en pharmacie, ce ne soit pas fait et que ça se fasse ailleurs. Donc, vous gérez votre flux clientèle. Ce qui risque de se passer maintenant, c'est l'arrivée de façon beaucoup plus massive de patients Covid suspects. Il va s'ouvrir des centres de consultation Covid avec la possibilité d'être dépisté, mais bon, le résultat, c'est dans 2 jours. On n'a pas la chance d'avoir des tests de dépistage avec des résultats rapides. Donc, ce qu'on essaie de dire pour les secteurs où ces centres Covid sont en train de se mettre en place, donc qui sont dans des espaces publics, hein, un gymnase, une salle des fêtes, équipée avec des locaux, avec des fax, avec des téléphones, avec un parking pour gérer la consultation de médecins généralistes ou autres qui vont être volontaires pour gérer cette première ligne de consultation, eh bien, ce qu'on en a dit pour la pharmacie, c'est quand le patient rentre, il dit quel est le nom de sa pharmacie. Et nous allons donner à ces centres
et ce que je vous conseille de faire, les coordonnées de tous les pharmaciens du secteur, que ce soit les adresses mail ou les fax, en fonction de la façon dont le centre va travailler. Pour que quand le patient, quand il sort avec une ordonnance, que l'ordonnance soit transmise du centre directement chez le pharmacien. Comme ça, le pharmacien prépare les médicaments en dégradé, sans toucher la carte vitale. Et quand le patient vient chercher ses médicaments à la pharmacie ou l'accompagnant, eh bien, c'est de ne pas rentrer dans la pharmacie, de rester dans sa voiture ou d'avertir pour que le patient lui apporte les médicaments en lui expliquant, bien sûr, en ayant noté sur les boîtes bien comme il faut le traitement pour pas qu'il y ait de confusion. Et ça permet de gérer ce flux de patientèle suspect Covid pour éviter qu'il soit en contact avec les autres patients qui viennent dans la pharmacie. Donc voilà ce qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà, c'est une information que vous devez partager quand vous sentez, que vous entendez que le centre Covid est en train de se mettre en place. Voilà, que ce ne soit pas que le pharmacien d'à côté qui soit concerné, c'est le pharmacien habituel du patient. Comme ça, on n'utilise pas la carte vitale, on ne touche pas les papiers, et ça permet à ce patient d'avoir son traitement dans de bonnes conditions et vous d'être dans des conditions de protection beaucoup plus importantes quand l'épidémie va commencer à flamber. Il est déjà 21h30. Peut-être juste rappeler aux personnes qui nous ont rejointes ensuite pour les dispositifs sur le chômage partiel et l'activité partielle, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Peut-être leur dire qu'on aura des informations plus tard, normalement. Pardon, on n'a pas entendu, Bénédicte, sur le code du travail. Ouais, le chômage partiel et l'activité partielle, j'ai beaucoup de questions sur le sujet, mais on a dit au début de la conférence qu'on avait du mal à leur répondre pour l'instant, mais peut-être le redire parce que ces personnes sont arrivées après. Alors, surtout de la partie droit du travail, allègement des charges sociales, décalage des paiements de certaines factures, la possibilité de faire jouer le fonds de solidarité, etc. Toutes ces mesures sont en train de se préciser. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui ne serait pas forcément très précis et pourrait vous conduire à faire des erreurs. Donc, on n'a pas envie, bien évidemment. On n'arrête pas de solliciter le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, pour avoir des précisions, pas sur les règles générales, parce que là, un certain nombre de règles sont maintenant définies, mais des règles qui s'appliquent également à la pharmacie d'officine, secteur santé particulier, où on voit bien que nous sommes tenus de travailler et les équipes ne peuvent pas avoir la possibilité d'avoir un droit de retrait parce qu'on est dans une entreprise de santé. Le chômage partiel, qui est une question qui revient régulièrement. Dans quelles conditions on peut le mettre en place? Quand on interroge les comptables, ben, ils sont comme nous. Ils essaient de comprendre comment ça va fonctionner. C'est pas facile. Alors, il n'y a pas d'urgence. Hein. L'urgence que vous avez aujourd'hui, c'est d'essayer d'alléger vos charges. Donc, si vous pouvez décaler un certain nombre de cotisations, URSSAF, etc., ça, il faut se retourner, on va vous faire des fiches là-dessus, se retourner vers l'ensemble des administrations pour savoir dans quelles conditions vous pouvez le faire. La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut vous autoriser à décaler le paiement. Il suffit de cliquer sur le site de la CABP pour demander la possibilité et l'autorisation de le faire par Internet, voir après les procédures spécifiques pour le décalage d'impôts, etc. Bon, voilà, tout ça. Vous savez, le pays rentre dans une période sur le plan économique qui va être extrêmement rude, avec des entreprises qui n'arriveront pas à s'en remettre. Très compliqué. Donc, bien évidemment, il va y avoir un énorme enjeu de soutien économique du pays pour soutenir l'activité économique, pour éviter que ces entreprises se cassent la figure. Alors nous avons de la baisse d'activité, bien évidemment, mais nous avons de l'activité, ce qui n'est pas le cas de certaines qui sont entrées zéro et charges qui continuent. Donc, heureusement que voilà, nous sommes dans une situation dont nous allons, bien sûr, certaines pharmacies sont dans des situations qui sont difficiles. Hein. Quand vous êtes dans une pharmacie, dans un aéroport, aujourd'hui, l'affaire est quand même très compliquée.
Quand vous êtes une pharmacie qui est installée dans une gare, l'affaire devient très très compliquée. Quand vous êtes dans une zone touristique où il y avait beaucoup de touristes étrangers qui passaient, ça devient compliqué. Quand vous êtes sur Paris, alors que les Parisiens sont allés se confiner en dehors de Paris, la baisse d'activité moyenne sur Paris aujourd'hui, c'est moins 35%. France entière, c'est moins 15%. Donc ça baisse, hein, mais ça reste quand même une activité qui n'est pas nulle. Et on le sait parce qu'on est fatigué et qu'on bosse beaucoup et que nos équipes tiennent le choc. Donc on vous fera, si on peut faire un tableau comme on l'a fait pour les renouvellements d'ordonnances, on le fera. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire très très vite. Et puis on va voir avec les comptables si on arrive à avoir des choses extrêmement précises. Mais voilà, il y a toute une série de dispositions qui peuvent vous alerter. Et si vous avez, vous, des contacts à travers les URSSAF, etc., et des questions à poser, n'hésitez pas à les remonter sur le site de l'USPO et on essaiera de vous répondre avec le plus de précision possible. Voilà, je pense qu'il est 21h35. On peut peut-être conclure et dire qu'on refera une conférence dimanche à 10h. Oui, alors on va continuer à vous faire ces points d'actualité régulièrement parce que voilà, je pense que vous avez besoin aussi de partager l'information. C'est bien de recevoir des fax, c'est bien de recevoir des mails, c'est bien d'avoir beaucoup d'informations. Parfois, certains nous disent trop. Et malheureusement, on est obligé parce que ça change régulièrement. Donc, on essaie d'actualiser. N'hésitez pas à aller sur le site de l'USPO, mais je le dis aussi clairement, allez sur le site de l'Ordre des pharmaciens. Vous pouvez aller sur le site de l'autre syndicat FSPF. Hein. Tout ça est à votre disposition pour vous aider à avoir des réponses rapides et précises à toutes les questions que vous posez. Et Dieu sait qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, on a fait une foire aux questions avec des réponses. Parfois, on est obligé de vite changer parce que la réglementation a changé et il faut réactualiser. Donc ne nous en voulez pas si de temps en temps on passe à côté d'une réactualisation. Voilà, on essaie de faire au mieux parce que nous aussi, toutes nos équipes, que je remercie beaucoup, sont en télétravail et c'est quand même beaucoup moins confortable de travailler dans ces conditions que de travailler au bureau. Donc, elles se mobilisent et tout l'ensemble de nos équipes se mobilisent pour vous apporter le maximum d'informations. Et donc, allez sur le site régulièrement, regardez et n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos questions. Voilà, on vous répond le plus rapidement possible. Et voilà, je crois que ça fait partie du service d'un syndicat qu'un syndicat doit apporter à l'ensemble de la profession. On doit être solidaire dans cette période extrêmement compliquée. Et je le dis, on travaille très très bien avec l'ordre des pharmaciens. On travaille également très bien avec les étudiants qui ont mis en place une procédure pour être solidaires, pour envoyer des étudiants dans les pharmacies avec un site qui est accessible pour dire, ben voilà, moi j'ai besoin de monde parce que j'ai du personnel malade. Donc si je peux avoir un étudiant qui peut venir m'aider, ce serait bien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, à solliciter ce site des étudiants. Je trouvais leur geste extrêmement généreux, extrêmement solidaire. Et ça fait vraiment, dans cette période, chaud au cœur de voir les jeunes se mobiliser comme ils se sont mobilisés. Juste pour peut-être conclure, Bénédicte, si je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais pour conclure, moi ce que je voulais vous dire, c'est voilà, serrer les dents, c'est pas facile, mais l'image que la profession est en train de donner, à la fois au pouvoir public, à la fois aux autres professionnels de santé, mais également à, bien sûr, toute la population, c'est, je dirais, quelque chose qui est important. Et en gros, le message que l'on fait passer de façon extrêmement simple, c'est de dire, nous restons ouverts, nous sommes là pour vous, et nous allons assurer la continuité des soins, que vous soyez dans une phase de traitement aigu ou que vous soyez avec un traitement chronique. On ne va pas interrompre les traitements parce qu'il y a du Covid. Donc nous, on va tenir bon, résister
et vous permettre de continuer à être en bonne santé pour pouvoir résister à cette épidémie. Merci à tous. On remet ça dimanche de 10h à 11h pour ceux. Et puis, j'espère qu'on aura de l'actualité encore plus précise sur les masques, en espérant qu'ils arriveront jeudi dans nos officines pour pouvoir équiper nos amis médecins et nos amis infirmiers. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et tenez le coup. Au revoir.